Jeffrey Epstein était régulièrement en France, avait des biens en France et des contacts et des complices puisque l'un d'entre eux a été inculpé. En 2019, j'avais suivi ce dossier, j'ai commencé à suivre cette affaire. Moi, ce qui m'avait interpellée à ce moment-là, c'est que peu de gens en fait en avaient parlé. La question de la parole des victimes, la question de la prise en compte de ce sujet politique émergeait encore à peine. Il faut que la justice soit rendue aux victimes qui se battent depuis des années et c'est pour ça qu'on a fait cette proposition de commission d'enquête parce qu'il y a un certain nombre de sujets, justement pour faire reculer les explications fantasmées, fantasmatiques qui se développent parce que les gens cherchent à comprendre, et avec une dimension très fortement antisémite, parce que ça correspond au schéma antisémite d'un homme qui s'identifie comme juif, qui travaille dans la finance et qui commet des crimes. Et donc voilà, on a un combo terrible. C'est là où nous, en tant que matérialiste, en tant que marxiste, c'est de comprendre les conditions qui permettent à des gens, des personnes, d'amasser une telle richesse, une telle puissance, un tel pouvoir, qu'ils puissent se permettre en fait de commettre des crimes aussi odieux en totale impunité. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Insoumission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Obono sur le plateau. Daniel, bonjour et merci d'avoir accepté. Bonjour. Alors, on fait cet entretien quelques jours après la révélation de 3,5 millions de nouveaux documents sur l'affaire Epstein. Et dans ces documents, on trouve des éléments accablants concernant des réseaux pédocriminels, le sujet aussi de l'ingérence étrangère, le financement illégal de partis politiques. Il y a plusieurs sujets qui sont posés aujourd'hui suite à la révélation de cette nouvelle salve de documents. Et on observe par ailleurs un certain silence médiatique et politique, à l'exception de LFI, sur cette affaire. Et Daniel, tu étais la première députée en 2019 à mettre le point sur l'affaire Epstein. Tu avais soutenu la saisine d'une association qui s'appelait Innocence en danger pour soutenir la saisine du parquet afin qu'une enquête soit ouverte sur l'affaire Epstein et ses complices connus à l'époque, dont Jean-Luc Brunel. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur cette séquence ? Oui, effectivement, en 2019, j'avais suivi ce dossier, j'ai commencé à suivre cette affaire parce que des associations de victimes et de soutien de victimes de violences sexuelles et notamment de violences pédocriminelles se sont mobilisées pour demander à ce que le parquet en France se saisisse des éléments de l'enquête pointant des liens en France et avec des Français et des Françaises de Jeffrey Epstein qui venait d'être à nouveau arrêté, à nouveau puisque il avait déjà été condamné en 2008 pour des faits de sollicitation d'une mineure pour des actes sexuels et ça avait été déjà l'objet en fait d'une longue procédure judiciaire aux États-Unis où il avait bénéficié de beaucoup de bienveillance de la part des autorités à l'époque alors qu'il y avait beaucoup plus de charges initiales. Il avait été condamné à une peine minimale, mais il faisait déjà partie du fichier des délinquants sexuels. Et 10 ans plus tard, il a été rattrapé par ces exactions parce que une procédure a permis finalement de l'arrêter et de pouvoir lui faire face à la justice, en tout cas de l'inculpé, et c'est grâce à la mobilisation des victimes d'abord, des victimes, leurs familles qui ont porté plainte et qui se sont battues et qui continuent à se battre jusqu'à aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique notamment, mais en France aussi il y a un certain nombre de victimes qui au fil des années, et donc notamment à partir de 2019 se sont fait connaître et qui se sont battues. Donc c'est d'abord ces victimes qui demandent et pour lesquelles il faut obtenir la justice parce que le suicide de Jeffrey Epstein en 2019 alors qu'il était incarcéré, ainsi que celui de Jean-Luc Brunel quelques mois après sa propre incarcération, ont clos une partie des procédures judiciaires. La principale complice de Jeffrey Epstein aux États-Unis a été condamnée à plusieurs années de prison. Sa peine a été également aménagée il y a quelques mois par l'administration Trump.
Mais en France, la procédure semble s'être arrêtée. Et donc, j'ai suivi cette affaire depuis la France, d'abord par rapport aux demandes et en appuyant effectivement les demandes à l'époque de l'association qui, en fait, dès juillet, avant la mort d'Epstein, avait demandé à ce que le parquet soit saisi. Ça a pris beaucoup de temps. Il s'est suicidé et c'est à ce moment-là que les procédures ont commencé. Donc très tardivement, alors que ça faisait déjà plusieurs mois que aux États-Unis l'inculpation était faite. Donc il y avait des éléments d'enquête très très importants. C'est important de revenir là-dessus parce que tout ce temps-là, en fait, beaucoup de choses, beaucoup de preuves, beaucoup d'éléments ont pu disparaître et la célérité et le manque de célérité à intervenir à ce que la procédure de judiciaire se lance en France a certainement n'a pas permis de pouvoir avoir et saisir tous les éléments de preuve puisque Jeffrey Epstein était régulièrement en France, avait des biens en France et des contacts et des complices puisque l'un d'entre eux a été inculpé. Mais l'ensemble du système, puisque c'est bien un système de traite des êtres humains, de trafic sexuel, de viol, de violence pédocriminelle qu'il a constitué pendant des années et des décennies, bénéficiant de complicité à tous les niveaux. Et c'est de tout ça qu'il s'agit. À ce jour, la seule personne condamnée et inculpée et qui est aujourd'hui en prison, c'est sa complice, Ghislaine Maxwell, alors qu'on a, ce que montre d'ailleurs les nouvelles publications des éléments du dossier, c'est qu'il y a toute une infrastructure, qu'il y a énormément de choses. Ce qui est important aussi de relever, c'est que si ces documents ont été publiés, c'est sous la pression. C'est à l'initiative notamment d'une élue de la Chambre des représentants aux États-Unis d'Amérique, Summer Lee, qui a pris l'initiative de lancer un processus et une loi a été votée pour obliger l'administration Trump à rendre public ces documents parce que paradoxalement Donald Trump avait fait campagne en partie en disant qu'il allait révéler en disant qu'il allait révéler tout ce que les administrations précédentes n'aurait pas dit, sachant que les procédures avaient commencé sous effectivement l'administration démocrate. Et il y a aussi des questionnements à avoir, puisque ces éléments auraient pu être rendus publics plus tôt, en tout cas dans un intervalle au moins en 2024, une fois que les scellés ont pu être rendus publics. Et ce qui montre aussi derrière qu'en fait, il y a un caractère très large de ce système qui implique des personnalités, des figures puissantes, avec du pouvoir économique, politique, artistique, intellectuel. Il y a plusieurs figures du monde de l'université, des arts, puisque c'était un des domaines dans lesquels Jeffrey Epstein a construit, y compris son influence. Il s'est constitué un capital à partir de systèmes assez opaques, de schèmes de fraude. Enfin voilà, c'était déjà en fait, en vérité, un délinquant financier. Et c'est comme ça qu'il est devenu très riche. Et il a été ensuite un des acteurs de ce type de système. Et donc c'est important de revenir là-dessus parce que ce choix de l'administration Trump de publier d'un coup des millions de documents, des textes, des échanges, une partie de la correspondance de Jeffrey Epstein, des vidéos, voilà, qui sont extrêmement choquants, extrêmement traumatisants mais qui mêlent à la fois des éléments de première main, c'est-à-dire la correspondance propre d'Epstein avec tout un ensemble d'acteurs qui sont cités, auxquels il est fait référence, qui semblent avoir des contacts réguliers, mais en fait dont on ne sait pas ce qu'ont donné des investigations, est-ce qu'elles ont eu lieu pour interroger ces personnes, toute cette partie-là qui nécessiterait et qui doit nécessiter justement des clarifications
et n'est pas clair. Et puis surtout, il y a tout un ensemble de témoignages, c'est-à-dire que depuis au moins 2008, les investigations, les premières investigations qui ont eu lieu, ont donné lieu à ce que les services, le FBI notamment, interrogent tout un ensemble de personnes, sollicitent des appels à témoins. Donc en fait, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit à ce moment-là a été enregistré à un moment ou à un autre. Et donc on a des témoignages très glaçants, horribles, mais dont la véracité ne repose que sur ce que la personne anonyme ou anonymisée a dit à ce moment-là. Et donc les éléments des faits commis par Epstein, les éléments de l'architecture de son réseau, tout ça en fait est noyé dans cette nouvelle vague de publications, dans un flot d'horreurs plus sordides et plus insupportables les unes que les autres, ce qui participe en fait à alimenter, y compris un discours je pense qu'il faut comprendre comme un mécanisme pour essayer de saisir l'ampleur des choses, c'est-à-dire qu'on lit des choses qui dépassent l'entendement, et donc pour pouvoir expliquer comment est-ce que c'est possible, eh bien c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps dans l'histoire sociale. Il va y avoir des théories qui vont expliquer par des forces occultes, etc. Et d'autant que dans les témoignages non vérifiés ou non explicités, non contextualisés qui sont fournis par l'administration Trump, voilà, il y a des récits de ce type-là. Donc et je pense que c'est à dessein que l'administration Trump a pour alimenter la vision complotiste au lieu de consolider les faits, à savoir un système oligarchique, un réseau puissant, organisé, comme tu l'as dit, avec oui, et puis surtout ce que ça dit. Alors je pense que du coup, c'est aussi pour ça que la parole à la fois journalistique, rigoureuse et politique est nécessaire dans un tel moment. C'est pour ça que moi, comme je suis ces sujets, et j'avais vu déjà sur les réseaux de plusieurs comptes de journalistes d'investigation aux États-Unis d'Amérique, des gens très sérieux qui suivent ça. Dès vendredi, en fait, ça se diffusait, et je voyais, j'étais déjà au fait, donc j'arrivais à suivre un peu de quoi il retournait, et je voyais ça beaucoup circuler à ce moment-là sur les réseaux notamment anglophones. Mais pas grand-chose en France, si ce n'est justement beaucoup d'individus, de citoyens, et je pense de gens très, très sincèrement choqués et qui peut-être découvraient ou peut-être suivaient ces affaires depuis longtemps, qui diffusaient tout cela et cherchaient des explications et développaient un certain nombre d'explications. Et à ce moment-là, moi, j'ai fait un message au bout d'un moment en voyant tout ça, en interpellant un peu notamment les journalistes, parce que je pense que dans ce moment-là, c'est là où le travail journalistique, au sens noble du terme, dans ce qu'on attend du journalisme, est absolument crucial pour le débat public, c'est-à-dire déplier, décrypter, déconstruire pour faire apparaître la nature des faits, sans interprétations biaisées, même si on est toujours situé de l'où on parle. Mais en fait, voilà, il y a vraiment un travail qu'ont commencé d'ailleurs et que font depuis plusieurs années un certain nombre de journalistes, comme je disais, notamment aux États-Unis d'Amérique, qui suivent ces dossiers depuis longtemps, qui ont suivi les procès, etc. Donc qui avaient une compréhension globale du sujet et de tous les niveaux, c'est-à-dire il y a le niveau de la pédocriminalité organisée, systémique, il y a le niveau économique, il y a le niveau géopolitique, et donc et c'est crucial en fait de pouvoir faire le tri justement dans la masse d'éléments qui ont inondé tout d'un coup la toile. Et donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là, c'est une interpellation en termes de salubrité publique en fait. Pour le débat public, il y avait besoin d'avoir ça, d'autant que, et comme je dis, c'est vraiment un choix politique de l'administration Trump d'avoir donné autant d'éléments. Ils ont été obligés de le faire, et donc ils y ont été, et puis en caviardant des choses, en anonymisant une partie
parti et pas d'autres. Enfin, il y a rien qui va. Et je crois que c'est à dessein. Ça dit aussi beaucoup de choses de la nature de cette administration-là et de ce pouvoir-là. Mais on pourra y revenir. Bref, donc dans ce moment-là, et puis bien sûr, il y a la question de la justice, parce que ce qu'on savait, alors beaucoup de choses se savaient, mais c'est facile, on entend aussi pour beaucoup de ce genre de choses, où on lit beaucoup ce genre de choses, mais en France, même déjà en 2019, moi ce qui m'avait interpellée à ce moment-là, c'est que peu de gens en fait en avaient parlé. Oui, il y avait eu des articles qui rendaient compte du fait qu'il y avait l'affaire en France, et puis au fur et à mesure qu'il y avait, mais sans plus rendre compte quand même de la nature de ce que l'investigation révélait, notamment sur la question de la pédocriminalité. On était aussi en 2019, il faut se rappeler, moi j'étais particulièrement mobilisée sur ces sujets parce qu'en tant que commissaire aux lois, et on était un petit groupe, donc en fait je portais beaucoup et j'ai suivi tous les travaux sur la question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et donc, mais en vérité, la question de la parole des victimes, la question de la prise en compte de ce sujet politique émergeait encore à peine. Et donc moi, ce qui m'avait frappé, c'est à quel point je lisais ce qui se disait, ce qui sortait, et je me disais, mais en fait, c'est incroyable que ce ne soit pas pris en charge politiquement. Oui, comme un fait divers, finalement. Oui, et donc ça m'avait déjà interpellée. Et puis le travail de l'association Innocence en danger qui a fait sur ces sujets-là beaucoup de choses, mais qui était une voix aussi perdue dans un désert que moi j'avais relayé à ma petite échelle, et puis de voir en fait l'espèce de passivité à ce moment-là en 2019, qui ont fait finalement les procédures se sont lancées tardivement et aboutissent à pas grand-chose au final, alors que ce qui est révélé montre quelque chose de quand même fort. Et je me rappelle cette deuxième intervention que j'avais fait par la suite en 2020 en interpellant le nouveau ministre de la Justice à l'époque. Je l'avais fait 2 fois, et c'est pour ça que j'avais demandé à faire la question au gouvernement, parce que quand il a été nommé, il a été auditionné par la commission des lois, Monsieur Dupond-Moretti. Et à ce moment-là, j'avais décidé de l'interpeller sur ce qui comptait, quelle était sa politique justement pénale en matière de lutte contre les VSS. Il n'avait pas répondu, je ne sais pas, voilà, il avait pris ça par-dessus la jambe. Je ne sais pas s'il n'avait même pas dit une ou 2 horreurs sur LFI. Et donc du coup, j'avais demandé au groupe, moi je souhaite faire cette question au gouvernement, et c'était à ce moment-là aussi les révélations de Vanessa Springora sur les violences dont elle avait fait l'objet étant mineure. Et donc j'ai fait référence à également la procédure les procédures dans l'affaire Epstein. Et la réponse à ce moment-là, à la fois du ministre, mais je ne sais pas si les gens auront l'occasion de retrouver cette vidéo-là, mais on entend en fait quand je dis à la fin, sur la fin, que parce il me restait 1 minute, quelques secondes, donc j'ai rebondi. D'abord le ministre dit ce que vous faites, c'est dénigrer la justice, etc. Alors que ça n'avait rien à voir. Donc il répond à côté de manière ultra méprisante. Et à un moment donné, je rebondis en disant en fait, vous ne pouvez pas répondre ça. Aujourd'hui, la parole des victimes sur ne trouve que les réseaux sociaux en fait pour s'exprimer. Et à ce moment-là, il y a eu une réaction des députés macronistes. Ils étaient très nombreux. Ils se sont moqués des victimes. En fait, je pense que c'est le fait de parler de la parole sur les réseaux sociaux. Ils se sont mis à réagir et c'était très très choquant. Ils étaient très nombreux à l'époque, 400. Donc, et nous, on était le petit groupe de 17. Moi, ça m'avait particulièrement choqué. Et la manière dont à l'époque ce ministre avait pris les choses était en dessous de tout. Et donc voilà, ça en est resté là entre guillemets parce que j'ai continué à suivre. Et c'est vrai que lorsque, grâce encore une fois à l'initiative de cette parlementaire, notamment Summerlee et d'autres, il y en a 2 autres aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est notamment Ro Khanna, qui est un démocrate, et Thomas Massie, un républicain, mais qui ont travaillé ensemble en fait et qui sont vraiment à l'avant-garde parlementaire pour demander des comptes, demander à ce que l'ensemble des documents soient rendus publics, parce que tout ne l'est pas, c'est seulement une petite partie, et y compris la partie
l'administration garde, en fait, peut éclairer plus largement. Bien sûr. Et donc, tout n'est toujours pas rendu public. Et que, en fait, des actions soient poursuivies, quoi. Parce que, encore une fois, les niveaux sont extrêmement importants, les faits sont graves à tous les niveaux, que ce soit en termes de, encore une fois, pédocriminalité, traite des êtres humains, trafic sexuel, que ce soit en termes de réseaux d'influence géopolitique, politique. Et je pense que ça met aussi l'accent sur deux choses qui me semblent importantes dans l'explication qu'il y a à faire. Et c'est pour ça que nous avons décidé à la France Insoumise dans le groupe à la fois d'interpeller la justice. Je l'ai fait hier en demandant où en est la procédure et est-ce que le parquet va se saisir des nouveaux éléments qui existent désormais. Le fait, par exemple, de savoir si le parquet avait pu obtenir de la part du ministère américain des éléments plus précis. Si, désormais au moment de la procédure et demander à pouvoir en avoir d'autres. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses qui permettent de mettre aussi l'accent sur ce que nous, on a toujours dit en matière de politique pénale et surtout de la police et de l'utilité et l'importance d'avoir une police judiciaire, une police d'investigation quand on parle de lutter contre les trafics, que ce soit les trafics de drogue, les trafics d'êtres humains. C'est un écosystème structuré qui entremêle tout un ensemble de pratiques illégales et où la question du financement est fondamentale. Et donc, les crimes sexuels systémiques et les crimes financiers sont liés entre eux. Et donc, avoir les moyens d'une police d'investigation, avoir des cadres de coopération entre le ministère de la Justice, de l'Intérieur et des Finances, ça, ce sont des propositions très concrètes qu'on fait depuis très longtemps à la France Insoumise en disant faut arrêter de mettre l'accent sur les démonstrations du bleu partout, la communication, les coups de com' à deux balles. Là, la police judiciaire. Voilà, exactement. Alors que ce dont on a besoin, c'est précisément là, c'est cette investigation de long cours, lente, patiente. En fait, ce que devraient faire désormais là nos services, c'est de faire le tamis de tout ce qui a été rendu public s'ils ne l'avaient pas déjà. Et tout ça, il faut des officiers et des officières, il faut en matière de finances, en matière de justice, etc. Voilà les moyens qu'on a besoin. C'est cette police-là dont on a besoin de manière... Alors, on en a besoin par ailleurs aussi sur d'autres tâches, mais on voit bien que la tâche, elle est immense et que là, il y a de quoi faire. Et donc nous, on met l'accent, c'est aussi un moyen de mettre l'accent sur les moyens de la police et de la justice et de la police judiciaire. Et en 2020, tu n'avais eu aucune suite après ton interpellation de Éric Dupond-Moretti, qui avait du coup, c'était insurgé contre ta mise en cause des défaillances. Il n'y a eu aucune suite, ils n'ont jamais relancé. Non, et en plus, ce que je demandais vraiment, c'était qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez d'arriver, quelle va être votre politique en la matière? Et ça avait été passé par-dessus comme ça, voilà, très, très méprisant. Et donc je pense que ce sur quoi je voulais aussi insister, parce que c'est une dimension forte et c'est pour ça que la parole elle est nécessaire, il faut que la justice soit rendue aux victimes, aux dizaines de victimes qui se battent depuis des années, dont un certain nombre n'ont pas survécu. Une des plus mobilisées, Virginia Giuffre, qui s'est suicidée il y a quelques années, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, et aujourd'hui de nombreuses d'entre elles se mobilisent et prennent la parole, et y compris prennent des risques en fait en prenant la parole, parce que c'est à la fois l'exposition publique mais aussi dans leur vie, et donc le premier objectif, c'est ça, c'est que justice soit rendue aux victimes et que les auteurs soient retrouvés, de tous ceux et celles qui ont
participer ou bénéficier de l'ensemble de ce système, encore une fois, qui entremêle les trafics sexuels, la pédocriminalité et les crimes financiers et la fraude financière, etc. La deuxième chose, c'est d'avoir une parole publique claire, et c'est pour ça qu'on a fait cette proposition de commission d'enquête, parce que il y a un certain nombre de sujets. Alors au-delà, parce que la nécessité de savoir où en sont les procédures judiciaires vient aussi du fait qu'on a besoin de savoir quel est le périmètre sur lequel nous, on va pouvoir intervenir en tant que parlementaires. Oui. Parce que, alors même si c'est pas aussi automatique que les gens pensent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des procédures, et en même des procédures judiciaires d'un côté, et une commission d'enquête de l'autre. C'est une question de périmètre. Il y a des sujets ou des gens qu'on ne pourra pas interroger parce qu'elles sont sur le coup d'une procédure, mais on peut, enfin voilà, c'est pas impossible de faire une commission d'enquête sur des faits qui font l'objet de différentes procédures. Mais dans tous les cas, il faut pouvoir déterminer de manière précise du coup cela. Et il y a tout un ensemble de questions qui sont soulevées dans les nouveaux documents, y compris politiques. D'abord parce qu'il y a des ressortissants français nombreux qui sont cités en contact avec ce criminel multirécidiviste. Donc il faut pouvoir comprendre quel rôle ces personnes ont joué, parce que le fait d'être cité ne signifie pas qu'on a participé à aucune des exactions commises, mais il faut à partir de moment, voilà, il faut pouvoir enquêter, y compris pour que les personnes citées et dont les noms sont diffusés voient leur nom, qui ne soit pas indûment sali par une association, parce que c'était effectivement quelqu'un de puissant et d'influent, et qui justement cherchait par ailleurs à créer un écosystème de protection autour de lui, et donc de ses opérations et de cette structure. Et donc ça, c'est nécessaire, et politiquement aussi, parce que il y a des propos dans la correspondance d'Epstein qui font référence à des financements de personnalités politiques, de partis politiques, ou en tout cas, donc. Alors j'allais y venir justement. Je vais terminer juste là-dessus, on pourra revenir. Donc c'est la partie aussi politique, de responsabilité politique, quel impact, ou est-ce que ces opérations multiples de ce criminel ont concerné directement la France, et que les moyens financiers ou les stratégies menées par ce système criminel ont eu un impact sur notre vie. Et le dernier niveau, et je pense que c'est très important, parce que justement pour faire reculer les explications fantasmatiques qui se développent parce que les gens cherchent à comprendre, et avec une dimension très fortement antisémite, parce que ça correspond au schéma antisémite d'un homme qui s'identifie comme juif, qui travaille dans la finance et qui commet des crimes. Et donc voilà, on a un combo terrible qui alimente un discours fortement antisémite, et on le voit dans les propos et dans justement la recherche d'une explication occulte, etc. Là aussi, rien de nouveau malheureusement, puisque ces stéréotypes-là sont ancrés depuis très longtemps, mais c'est aussi la nécessité de combattre ça, parce que je pense que d'abord c'est raciste, c'est raciste, antisémite, et ça empêche justement de prendre la mesure de ce dont on parle, que ce soit quand on parle des crimes sexuels, de la pédocriminalité. C'est monstrueux ce qui est commis, mais les personnes ne sont pas des monstres. Il y a à la fois la responsabilité d'actes d'êtres humains, et oui, les êtres humains sont capables de commettre des horreurs, des monstruosités, et malheureusement on en est... on le sait, on l'apprend, et des gens, monsieur tout le monde peut commettre des monstruosités. Je pense à l'affaire dit Pellico, et où on voit, voilà, et ça c'est vrai dans de nombreux cas. Donc quel que soit, y compris quel que soit le milieu social, c'est la nature systémique justement des crimes, notamment des crimes sexuels, notamment des crimes envers les enfants.
Donc, quel que soit le milieu social, quelle que soit l'identité culturelle, la religion, etc. Et on le voit dans les correspondances d'Epstein, il a un discours lui-même très raciste, suprémaciste, mais il correspond et il a des liens avec des gens de toutes les religions, de toutes les cultures, de tout. Alors c'est une élite, mais voilà, j'allais dire c'est assez malheureusement partagé. Et donc comprendre le caractère systémique à la fois des actes individuels et aussi des systèmes qui permettent en fait aux prédateurs, aux criminels de pouvoir agir, qui leur permettent d'être protégés, qui leur permettent d'avoir du pouvoir, et un système qui permet aussi, et là c'est là où nous en tant que matérialiste, en tant que marxiste, c'est de comprendre les conditions qui permettent à un moment donné à des gens, des personnes, là aussi quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, etc., d'amasser une telle richesse, une telle puissance, un tel pouvoir qu'ils puissent se permettre en fait de commettre des crimes aussi odieux de manière en totale impunité. Parce qu'en fait, c'est pendant des décennies, ces exactions, elles étaient commises en toute impunité. Et à ce jour, en fait, la majeure partie de ceux qui ont participé activement avec Jeffrey Epstein sont encore impunis. Aujourd'hui, il y a quelques personnes dont les noms ont été cités, dont les liens ont été rendus publics, qui ont dû démissionner ici, qui ont été déchus de leurs fonctions royales ici ou là. Il y a des responsabilités politiques. On pourra revenir par exemple en Grande-Bretagne, vous avez le cas de l'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, Peter Mandelson, qui est jusqu'au cou dans cette histoire, et c'est quand même incroyable que il soit resté aussi longtemps et il était aussi soutenu, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la majeure partie, en fait, des personnes n'est pour le moment pas inquiétée et reste impunie. Et donc, il faut aussi penser la société dans laquelle on vit qui donne un tel pouvoir à des gens qui sont du coup en capacité de continuer, parce que malheureusement c'est une personne qui est en prison aujourd'hui, une autre, en tout cas deux autres dans le cas français, qui est mort, qui sont mortes, Epstein et Brunel, et puis tout le reste, tout le système, tout le fonctionnement, et c'est pas uniquement Jeffrey Epstein, c'est pour ça que il y a sa personne, mais ses pratiques, bien sûr, et ses comportements, et ce qui amène à ce que ces comportements aient lieu, continue, parce qu'on vit dans le même système de prédation, de domination, et ce qui est à la source, et quand on voit les principales victimes des enfants les plus vulnérables, je rappelle ce chiffre-là, je termine là-dessus parce que je tiens à le rappeler, les enfants sont les premières victimes des violences sexistes et sexuelles. Et c'est pas un hasard en fait. La pédocriminalité, c'est l'expression, j'allais dire ultime de la domination sur les plus vulnérables. Et donc ça dit quelque chose justement de la nature structurelle et systémique, et de l'importance de se saisir du sujet. Et tu as cité le cas d'une démission au Royaume-Uni d'un ambassadeur qui était impliqué dans cette affaire. Donc il a démissionné, rien que ça finalement c'est aussi la démonstration qu'il y a une forme d'impunité, parce que démissionner c'est pas non plus assumer des éventuels crimes qu'il aurait commis. Est-ce que tu peux citer, est-ce qu'il y a des cas, des exemples d'États, de gouvernements qui se saisissent de cette affaire et lancent des investigations? Alors à ce jour, il y a le cas de Peter Mandelson qui est important, parce que ce qui est en train d'être révélé, c'est que c'est la dimension géopolitique, où il aurait transmis des informations confidentielles, concernant le Premier ministre de l'époque, Gordon Brown, et en fait des éléments à Epstein et à son réseau, parce qu'il était à ce moment-là
dans le gouvernement. Et donc là, il y a non seulement le fait que ce personnage, depuis très longtemps en fait, avait été mis en cause, avait dû se retirer de la vie politique, et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, l'a rappelé, alors contre tout, enfin tout le monde avait dit c'est absolument incroyable, l'a rappelé, l'a nommé ambassadeur aux États-Unis, en sachant en fait déjà, puisque depuis 2008, il était nommé dans ce dossier. Il y avait des photos de lui, y compris directement. C'est un des personnages avec l'ex-prince Andrew, dont on a des photos, voilà, dans des situations plus que problématiques, plus que questionnantes sur les allégations, les accusations de violences sexuelles, etc. Et en fait, il a fallu une pression de fou. Il avait quand même passé, il avait quand même été nommé, c'est-à-dire qu'ils avaient vérifié, etc. Ouais. Tout. Et il a dû se retirer lors de la première vague en fait de nouvelles révélations, parce que ça avait remis sur le sujet, ça affaiblissait Keir Starmer. Et là, en fait, il vient seulement d'être exclu du parti travailliste, et donc la question de ses responsabilités pénales pourrait se poser à cause de ce qui est révélé là. Il y a en Norvège et en Suède, je crois, l'implication de membres de la famille royale, en tout cas dans les liens problématiques, mais à ce jour, je crois qu'il n'y a pas de procédure à leur encontre. Et il y a dans un autre pays européen, je ne me rappelle plus, mais bon, je pense que ça c'est des choses qui ont été rapportées là pour le coup depuis ces derniers jours. Un ancien, un conseiller qui a dû démissionner. Mais enfin, la question c'est, il faut que les procédures s'enclenchent, il faut que le travail de la justice se relance en fait, se ressaisisse des éléments qui sont donnés, et que toutes ces personnes puissent au moins venir expliquer la nature de leur lien, la connaissance que ces personnes avaient et pas simplement la connaissance, parce que en fait c'était connu quand Epstein est condamné enfin une première fois en 2008. Il est inscrit au fichier, je disais, des délinquants sexuels. Il a déjà été rattrapé par ces opérations de fraude financière, etc. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qu'on peut dire qui est oui, c'est pas un suspect, c'est un coupable déjà. Oui, c'est déjà un coupable à ses doubles titres, c'est-à-dire que même les personnes qui ne sont pas mises en cause sur l'aspect pédocriminel, en matière de faire, enfin, ou solliciter le financement ou l'aide ou le soutien d'un personnage qui est déjà délinquant multirécidiviste en la matière, pose question, et y compris toutes les transactions qui ont eu lieu, et enfin la question de d'où vient cet argent, l'argent dont bénéficiaient beaucoup de gens, ben en fait c'est de l'argent qui a participé à une traite des êtres humains, etc. Donc ça pose la question, et il faut poser ces questions, et il faut investiguer sur tous ces réseaux, et c'est là où la question de la saisine et des parquets partout se pose. Et il faut aller au bout de tout ça, quoi, en fait, parce que... Et je rebondis sur le niveau politique à propos de certains documents révélés qui font état, notamment, d'une rencontre entre un journaliste associé d'Epstein, Michael Wolff, qui a rencontré Louis Alliot, maire Rassemblement National de Perpignan. On apprend aussi dans un autre document que Epstein s'est félicité de l'emprunt populaire du Rassemblement National, Le Pen est cité, emprunt dont l'idée revient à Steve Bannon, qui est cité aussi, et qui a aidé par ailleurs à la construction de cet emprunt. Est-ce que si la commission d'enquête est mise en place, il pourrait y avoir une audition des personnes, comme ces personnes du Rassemblement National, pour leur demander des comptes, pour faire la lumière sur ces liens éventuels, du moins on s'attend à le démontrer, voilà, pour essayer de connaître les faits, en fait. Parce que là, il y a une question de financement illégal. Il faut que justement le parquet, la justice, il y a deux niveaux, et les deux niveaux doivent
doivent agir. La justice doit se saisir de tout cela, parce que c'est le cas, on va y revenir, du Rassemblement national qui est cité, encore une fois, qui est cité et dont il est question, mais c'est le cas d'autres figures politiques, Bruno Le Maire. Alors, est-ce que les choses se sont faites, mais de sollicitations pour obtenir des financements. Jack Lang, l'ancien ministre, est cité, a eu, des articles commencent à pointer, à éclairer sur les liens, y compris financiers, familiaux, très très forts. Donc tout ça, justement, tous ces fils-là, il faut les tirer jusqu'au bout. Et ça, c'est donc la justice qui doit le faire. Et puis, oui, la commission d'enquête, encore une fois, dans le périmètre qui peut être le sien, et on a posé, en tout cas dans notre texte, des axes très larges, justement pour permettre, y compris dans ce genre de procédure, des commissions d'enquête, le ministère de la Justice nous indique ceux qui ne pourra pas être investigué par les parlementaires parce que ça fait l'objet de procédures en cours. Et donc voilà, on attend, les réponses du ministère de la Justice, et puis on se donnera les moyens, et il faut se donner les moyens de pouvoir investiguer très largement en tant que parlementaire dans les prérogatives qui sont les nôtres. Mais ce que je veux dire là, pour appuyer sur la commission d'enquête, il faut... Nous, on demande à ce qu'on appelle au soutien transpartisan de cette commission d'enquête. On sait que sur un certain nombre de sujets, il est possible, et ça a été déjà montré, on avait été à l'initiative de la commission d'enquête sur les violences sexuelles et pédocriminelles et physiques à l'encontre des enfants dans cette institution et dans plusieurs autres institutions éducatives privées. Et on avait pu mener cette commission d'enquête de manière transpartisane, et je crois que le travail de cette commission a été salué par tous les gens sérieux qui ont suivi, et a salué par d'abord les personnes concernées, et ça a mené, y compris là, il y a quelques jours, à l'annonce de la fermeture, en tout cas du site de l'établissement. Donc c'est possible, et moi j'appelle tout le monde à interpeller les membres de la coalition gouvernementale pour appuyer, parce que pour que ce soit, ça peut rentrer en fait là pour expliquer. Je pense que c'est important que les gens comprennent. Nous on a déposé la demande pour que cette commission d'enquête ait lieu. Il faut qu'elle soit prise par un groupe qui dispose d'un droit de tirage, soit qu'elle soit reprise par une commission permanente qui décide de se constituer en commission d'enquête, ou qu'elle soit votée, qu'on vote en fait la demande, la proposition de résolution pour une commission d'enquête. Et ça, c'est possible aussi dans le cadre des semaines transpartisanes. Le droit de tirage des groupes, il ne va plus être possible parce qu'en fait tout le monde a déjà décidé de ces commissions d'enquête, après tout le monde, parce qu'en fait on le décide assez tôt pour pouvoir les mener, ça dure 6 mois, etc. Par contre, il est tout à fait possible que ça puisse être déposé en semaine transpartisane. Pour ça, il faut le vote des présidents de groupe, il faut que d'autres députés du groupe dit majoritaire dans la majorité signent, ce qui en est un certain nombre, et surtout le soutien des majoritaires des présidents de groupe. Et donc là, il y a une mobilisation d'interpeller, et moi je pense qu'il y a dans tous les rangs des députés, et on s'adresse à tous les députés républicains et républicaines pour signer et soutenir auprès de leur groupe cette demande de commission d'enquête. Et dans ce cadre-là, oui, on investiguera. Le cas de l'extrême droite est intéressant parce que les éléments, j'allais dire, relativement nouveaux qui sont apparus notamment depuis les premières publications d'il y a quelques mois du département de la justice des États-Unis d'Amérique, c'est le lien très très fort entre Epstein notamment et Steve Bannon, et dont on sait, Steve Bannon c'est un soutien de Donald Trump depuis très longtemps, et qui a été présent avec d'autres courants de l'extrême droite
en Europe et qui a des constructeurs de cette internationale réactionnaire et qui joue un rôle important dans ce mouvement depuis les États-Unis et de tout un ensemble d'influences. On sait que il a été présent à des initiatives du Rassemblement national et que donc il joue un rôle d'entremetteur, et d'ailleurs c'est ce que révèle la correspondance. Et donc il y a une affinité idéologique très très forte dont les uns et les autres ne se sont jamais cachés et qui dit aussi justement de la manière dont ça a pu influencer, et il faut faire la lumière sur quel a été le rôle de Monsieur Bannon en lien avec Epstein, et comme il est question de financement de partis politiques, on rentre sur un sujet là qui est très qui nous concerne directement, nous Français et Françaises, sur les appréciations qu'ils ont dans leur échange de la victoire électorale des uns et des autres, de leur potentiel. Monsieur Epstein qui se vante d'avoir été en contact avec des membres du gouvernement macroniste, etc. Tout ça pose des questions auxquelles les uns et les autres devraient répondre devant la justice et devant une commission d'enquête parlementaire. Et est-ce que vous êtes en lien avec les collectifs de victimes, en France notamment, je pense à Innocence en danger? Est-ce que vous allez faire une initiative pour essayer d'aider finalement les victimes à s'exprimer pour la libération de la parole, pour aider justement dans les enquêtes? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Nous, on a été, moi j'avais, ça fait depuis les nouvelles publications, en fait, les premières publications auxquelles a été contrat de l'administration Trump, c'est vrai que ça avait renouvelé mon attention, et j'avais essayé de reprendre des contacts justement pour savoir où en étaient les uns les autres. C'est vrai que ce que j'avais entendu, c'est qu'il y a un peu le sentiment que les personnes, les victimes avaient peur de venir parler. Il y a en fait quand même des procédures dont des journaux ont fait état de victimes au civil pour des réparations, mais en fait voilà, il y a encore effectivement beaucoup de personnes qui ont été victimes, qui n'ont pas pris la parole, qui ont peur des répercussions, etc. Et le fait d'avoir un cadre politique clair est aussi un élément pour appeler à ce que ces personnes puissent se saisir du moment politique, et que qu'elles soient rassurées finalement dans leur expression et accompagnées. En tout cas, qu'on se donne tous les moyens. Je pense à nouveau au processus qui a eu lieu aux États-Unis d'Amérique, justement, avec ce collectif des victimes qui ont participé en fait à convaincre les députés de voter la loi. Il y a eu des auditions à huis clos notamment avec des vis-à-vis de parlementaires républicains, soutien de Trump, qui ont été, j'allais dire, convaincus de la nécessité, en tout cas, de publier, parce que les victimes se sont mobilisées. Et donc, bien évidemment que nous souhaitons, là aussi dans le respect de leur choix, parce qu'il y a des personnes pour qui la reconstruction s'est faite justement de manière différente et en décidant de passer au-delà, de passer à autre chose, et puis d'autres qui n'ont pas les moyens, y compris économiques, financiers, qui n'ont pas le soutien nécessaire pour engager ces procédures. Je rappelle quand même que ce sont des procédures longues, coûteuses, très difficiles, et c'est aussi un enjeu justement de remettre sur le devant de la scène la nécessité de l'accompagnement des victimes, et la justice est peu rendue et peu aidante vis-à-vis des victimes. C'est quand même un des constats qui est porté depuis un certain nombre d'années. Donc c'est difficile, et l'attention que nous voulons mettre sur le sujet vise aussi à
aider toutes celles et ceux qui voudraient pouvoir se saisir de la justice et de ce moment politique pour parler et puis pour se réparer aussi, parce que c'est un processus long et difficile. Oui. Et je reviens sur le cas du Rassemblement national. Récemment, Paul Vanny a tenu une conférence de presse pour traduire les recommandations de son rapport en loi, et il a souligné plusieurs choses concernant le RN. Et la principale chose, c'est que le RN doit clarifier son rapport face aux violences faites aux enfants. Il a cité le cas de Julien Audoul, qui était absent lors du vote de la commission d'enquête, puisqu'il était sur le plateau de Morandini. Là, on observe un silence politique quand même du RN sur toute cette affaire. Et comment tu l'analyses? Est-ce qu'il y a quand même une gêne du Rassemblement national face à ces révélations? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication pour l'instant qui ne filtre, alors que sur les réseaux sociaux, on observe quand même que il y a ces révélations qu'on a citées ensemble, par exemple la rencontre du journaliste associé d'Epstein avec le Alliot, la question de l'emprunt populaire, quel financement, etc. Donc, je pense que la question doit leur être posée. C'est là aussi le rôle justement des journalistes, des médias, doit leur être posé. Étant cités et faisant l'objet de discussions, il faut poser la question et mettre en lumière aussi justement les contradictions qu'il peut y avoir entre la volonté de présenter un visage ouvert et en fait la réalité de ce que nous on a toujours dénoncé, c'est le fait que l'extrême droite est la meilleure alliée du statu quo et du conservatisme, et je parle de ça parce que justement, on ne peut pas comprendre, quand on parle de violences systémiques et structurelles, les violences faites aux enfants, les violences faites aux femmes, s'appuient sur justement une domination. Et quand on parle par exemple du patriarcat et de cette structure de pouvoir, dès qu'on dit ces mots-là, les députés d'extrême droite, du RN et compagnie qui montent au créneau et nous traitent de tous les noms, mais en fait c'est précisément ce qu'on décrit. Et dans leur intervention, on voit que, alors peut-être que c'est de l'ignorance, mais en tout cas politiquement, ce sont ceux qui se refusent le plus à reconnaître la nature systémique des violences sexistes et sexuelles, souvent n'utilisent ce sujet qu'à des fins racistes, c'est-à-dire quand il y a des crimes, des féminicides, des violences, des viols commises par des étrangers ou des personnes de confession musulmane. Alors là, vous allez les entendre, et d'ailleurs, il y a même des collectifs d'extrême droite qui instrumentalisent la cause du féminisme pour dire, ça s'appelle le fémonationalisme, pour dire c'est que les étrangers. Alors que et tout ça en fait masque la nature structurelle, quoi, et ce qui remet en cause ce récit profondément raciste et xénophobe qui vise justement à faire croire que les violences sexistes et sexuelles, les violences pédocriminelles, ce ne serait que les étrangers, ce ne serait, etc. On se rappelle la manière absolument infâme dont la mort et les meurtres ces dernières années qui ont lieu d'enfants ont été instrumentalisés par tous ces courants-là. Et effectivement, c'est assez... ça dit beaucoup de choses, leur silence actuel, parce que du coup, ça ne rentre pas dans leur vision très, très biaisée, raciste et xénophobe. Et surtout, ça remet en cause, et c'est là où le débat doit aussi aller sur la nature structurelle et systémique des violences sexistes et sexuelles, et aussi des violences faites aux enfants, c'est de dire que oui, le patriarcat est une des structures qui légitime la violence et la domination sur les plus faibles, etc. Donc c'est lié aussi à cette analyse. Et eux défendent le patriarcat, eux défendent une vision conservatrice de domination, de hiérarchie,
qui est un des éléments pour comprendre pourquoi est-ce que de telles violences sont possibles à ce niveau-là, dans l'ensemble de la société, et pourquoi c'est d'autant plus possible et impuni au plus haut niveau de la société. Et eux sont les défenseurs de cette hiérarchie-là fondamentalement, et je crois que c'est pour ça que, au-delà de les mises en cause possibles du Rassemblement national dans la question du financement auquel ils doivent répondre, ont déjà dû été mis en cause, mais ça c'est un autre fil qui s'ajoute à ce qui existe déjà comme faisceau et comme accusation. Là, ça remet en cause leur logiciel finalement, raciste. En fait, en tout cas, ça montre à la fois les biais qu'ils ont quand ils prétendent avoir une attitude défendre les droits des femmes, quand ils le prétendent, parce qu'il y en a qui au moins ont l'honnêteté de ne pas prétendre le faire, mais dans la normalisation et l'acceptation qu'ils ont mis en œuvre, il y a eu cette instrumentalisation comme de la lutte contre l'homophobie, comme le sexisme, comme la lutte contre le racisme antisémite, cette instrumentalisation-là, et leur propre conception de la société basée sur un ordre hiérarchique et sur une domination qui est pour nous, dans l'analyse que nous faisons de gauche radicale, de marxiste, de matérialiste, bah oui, c'est ça qui explique les structures. C'est pas un complot occulte, etc. C'est le fonctionnement de cet ordre. Et c'est ça la domination, cette oppression patriarcale, cette oppression du monde adulte contre les enfants. C'est ça qui explique, en fait, comment, quand c'est allié avec la captation des ressources financières, économiques et politiques par une minorité, voilà, ça produit des horreurs comme ce que révèle l'affaire Epstein. Et en plus du silence du RN notamment, il y a aussi le silence médiatique, même s'il y a ici et là quelques articles, mais très faibles au regard de la gravité de l'affaire Epstein. Est-ce que cette commission d'enquête, finalement, elle peut aussi être un vecteur pour mettre la lumière sur cette affaire et pour aussi accélérer les enquêtes, les investigations journalistiques? Et c'est quoi les prochaines étapes de la commission d'enquête? Tu as cité un travail donc transpartisan. Est-ce que vous avez déjà des réponses de députés, de groupes Alors, sur la question des médias, je pense que nous, notre objet, c'est de mettre l'accent sur justement comment les médias peuvent jouer un rôle de salubrité publique dans le débat démocratique et aussi réhabiliter en fait leur profession qui est mise à mal par la manière dont le système médiatique fonctionne, l'économie médiatique fonctionne et surtout ceux qui possèdent les médias, comment ils s'en servent, certainement pas pour éclairer les citoyens, le débat public, et au contraire de le parasiter de leur propre orientation idéologique. Et même, j'allais dire, pour moi, là où je porte souvent la critique de manière plus pointue, parce que ça s'adresse à des médias qui se disent de gauche ou libéraux au sens progressiste, etc. Souvent, une analyse politique qui est très superficielle à la surface et qui n'est pas exempte de, là aussi, en fait, de parti pris et de biais. Bref, ce qui est sûr, c'est que je pense que, je l'évoquais déjà en 2009, en fait, il y a pas rien, mais il y a par rapport à ce qui se passe, et surtout, en fait, ce qui est, je pense, qui est choquant et qui devrait interpeller la profession, c'est le deux poids deux mesures entre le traitement, y compris d'informations ou d'actualités ou de sujets ultra politisés qui vont faire l'objet pas simplement sur les plateaux télé, mais sur les manchettes des médias ou des médias en ligne, même des médias de gauche, d'un traitement continu jusqu'à saturer, alors qu'en fait les éléments, je veux dire, une fois que tu l'as dit une fois, tu n'as pas besoin de le répéter 150 000 fois. Donc là, il y a sur des choses, alors c'est d'autant plus vrai sur les médias Bolloré ou sur les médias Bolloré, le moindre crime, je ne vais pas dire fait divers, mais crime
sordide fait l'objet, dès qu'il s'agit de noirs, d'un arabe, d'un musulman, ou qu'on peut taper sur tous ces gens-là, et en plus si l'auteur est immigré, c'est banco, c'est H24, etc. Et là, c'est la caricature, hein, mais parce que c'est un média d'opinion qui sert, voilà. Mais voilà, vous avez d'autres journaux qui appartiennent à des milliardaires, où voilà, ils savent, c'est leur mode opératoire que de saturer l'espace pour faire du clic, de sortir des gros titres, etc., sans rien expliquer, hein, de toute façon. Donc voilà, il y a un décalage entre ça et puis des éléments là qui devraient engager un vrai travail journalistique. Donc j'allais dire, l'appel et l'interpellation, et en fait ça a commencé pour le coup, je pense donc notamment au travail du magazine Frustration là, qui vient de sortir des éléments. Mediapart aussi l'a fait, mais l'étendue du sujet nécessite, et je pense que nécessitait une forme d'interpellation pour dire en fait on a besoin que les médias là, fassent un travail vraiment important. Et c'est pas comme si le sujet est tombé du ciel. En vrai, ça fait des années, bien sûr. Voilà. Donc il y a aussi mettre l'accent et rappeler en fait le travail journalistique, c'est aussi l'investigation, c'est prendre le temps sur des années. Et donc on a besoin de ça. Et moi je pense que c'est sain. Et en fait je pense que les gens ils ont besoin de ça en fait. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui voient passer plein de choses, qui comprennent pas grand chose, qui sont choqués, qui sont même traumatisés en fait pour ceux qui se sont aventurés à aller sur le site du ministère de la Justice des États-Unis. Voilà, il y a des trucs très très durs, et moi je conseille aux gens de faire attention aussi à ça, parce que ça reste en fait dans la tête des choses qu'on lit, et c'est très très violent. Donc il y a besoin de vraiment se jouer ce rôle. Et donc nous, à notre échelle, en tant que politique, comme je disais, on va déposer le texte, il est prêt, il va être déposé. On va l'adresser du coup à l'ensemble des collègues hors extrême droite pour le signer, le soutenir, pour faire en sorte que ça puisse passer dans une semaine transpartisane et que ça puisse être voté. Donc pas passer par le canal droit de tirage, mais par le canal, y compris parce que ça donne une dimension, je pense, plus forte. Oui, est-ce qu'il y a un vote du coup pour oui, et très majoritaire. Et donc pour ça, il va falloir, on appelle, interpeller vos députés, et demander-leur de soutenir. Je pense notamment aux députés de la coalition macroniste, députés du MoDem, députés de EPR, enfin, ça s'appelle Nouvelle République ou je sais pas, bref. Non, mais Horizon, etc. Voilà. Envoyez-leur des messages en disant en fait on a besoin de cette commission d'enquête, c'est votre responsabilité, c'est notre rôle de député. Hein. La commission d'enquête, c'est un des seuls outils vraiment parlementaires de contrôle et d'action parlementaire. Moi je pense qu'on devrait en avoir plus, pouvoir en mener plus que ce que c'est. Et donc voilà, on est vraiment dans notre rôle, mais pour ça, voilà, il faut avoir ces signatures-là, il faut avoir ce vote-là, et donc les prochaines étapes, c'est d'arriver à les obtenir, et on appelle tout le monde à participer, à convaincre. Danielle, merci beaucoup pour cet entretien, et interpeller vos députés sur cette affaire, comme vient de le dire Daniel Obono. Merci encore. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et abonnez-vous au réseau de l'Insoumission, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook et le site. Merci à tous.